Blanc-Cardassac. Bonjour Manuel. Bonjour Diane, bonjour docteur. Eh bien, bonjour Diane, bonjour Manuel. On ne s'attendait pas à refaire ça, mais on a eu un petit problème technique. Oui, effectivement, les 10 dernières minutes de notre dernier entretien étaient inaudibles, donc nous en profitons pour revenir sur certaines des questions abordées et de nouvelles questions également que nous avons rajoutées. Alors, nous commençons par la loi de bioéthique qui a été votée à 3 heures du matin par l'Assemblée nationale et qui autorise l'avortement au 9e mois. Que traduit cette loi de la société française dans laquelle nous vivons? Bon, alors je crois même que c'était à 3h30, ce qui n'améliore pas les choses. Ce que ça traduit, bon, on a déjà parlé en aparté tous les deux, ça traduit la déchristianisation de la France, donc la majorité de l'Assemblée nationale est totalement indifférent qu'on puisse tuer un enfant complètement développé dans le ventre de sa mère. Donc on le tue avant qu'il ne sorte, alors qu'en principe, pour l'instant en tout cas, on ne peut pas le tuer une fois qu'il est sorti. C'est absolument extraordinaire. Et puis il y a d'autres choses qui sont prévues dans cette fameuse loi. C'est la création c'est le croisement d'humain et d'animal. Oui, les chimères. Les chimères, exactement. Et puis il y a aussi d'autres choses absolument mais aberrantes, vraiment. Ils veulent reconstruire le monde en le modifiant tel qu'il a été créé par Dieu. C'est une haine satanique. Encore une fois, je regrette beaucoup. Il n'y a pas d'autre explication. Et alors, pour revenir sur le 9e mois, l'avortement au 9e mois, est-ce qu'il n'y avait pas eu quelques cas autorisés par l'Église d'avortement? Tout à fait, exactement. On en a parlé d'ailleurs il y a 2-3 jours. Et alors, de mémoire, je dirais, d'une part, le viol de la mère. Deuxièmement, le danger pour la santé de la mère. Et alors, le troisième, je ne suis pas sûr, je me demande si ce n'est pas le danger de malformation du fœtus. Oui, c'est l'avortement eugénique, la naissance d'un sujet affecté d'une pathologie grave. En tout cas, il faut bien voir que l'Église a prévu le cas. Donc, elle se ferme pas du tout, à l'époque, elle se fermait pas du tout les yeux sur le problème et elle avait bien délimité les cas où c'était autorisé. Mais un point, c'est tout, pas plus. Et puis, je crois que ça n'a jamais été autorisé au 9e mois. Enfin, c'est tardif. Bien entendu. Bon, passons à une autre question. Le maire de Reims souhaite autoriser le cannabis pour, dit-il, contrer la violence qu'entraînent les trafics. Il suggère également la suspension des allocations et le couvre-feu pour les moins de 16 ans dans certains quartiers. Alors cette déclaration fait suite à des échauffourées avec des voitures brûlées, des pompiers, des policiers caillassés. La semaine dernière, je crois, c'était dans un quartier chaud de Reims. Du coup, pensez-vous que ce soit la solution? Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas commencer par s'adresser au pouvoir public quand même, qui sont chargés de faire régner l'ordre? Sinon, je me demande à quoi servent les impôts que nous payons. Mais il me semble qu'il manque quelque chose dans cet exposé que vous venez de faire là, concernant la déclaration de ce robinet aux origines. Bon, d'accord. Il me semble avoir vu dans le texte que j'ai vu que c'était sous prétexte de rendre Reims plus attractif. Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette C'est énorme ce truc-là. Ça veut dire, c'est un petit peu comme la Hollande. Venez chez nous, à Amsterdam et ailleurs. On va les coffee shops. J'ai classé ça parmi les échos à faire pour le prochain numéro de la politique. Ce brave homme dont on connaît les origines, pourrisseur, c'est dans la lignée des protocoles. Les indicateurs sont mauvais, les signaux sont préoccupants et la situation se dégrade. Mais il n'y a pas de fatalité. Le sort de l'épidémie est entre nos mains. C'est ce qu'a assuré Jérôme Salomon vendredi 14 août. Souhaitez-vous commenter ces dires?
Oh que oui. D'abord, c'est de la frime de sa part. C'est vouloir dire que si l'épidémie reprend, ce sera la faute des méchants petits Français qui n'auront pas obéi aux bonnes décisions du pouvoir. C'est pas parce qu'ils font tout pour que ça recommence en laissant les frontières ouvertes, en ne faisant pas les contrôles aux aéroports, etc. Non, ce ne sera pas ça, ce sera la faute des petits Français désobéissants. Hein. Alors, petit Jérôme Salomon, hein, faut tout de même pas oublier que c'est l'individu qui, il y a quelques mois, disait encore que le masque ne servait à rien. Et pourquoi il servait à rien? Parce qu'il n'y en avait pas. Et par la faute de qui? De sa patronne de l'époque, Agnès Buzyn, qui n'avait pas fait le nécessaire en temps voulu. Alors que dans le même temps, elle disait qu'elle avait prévenu le président Macron et le Premier ministre Édouard Philippe de la catastrophe qui allait arriver. Non, mais vous ne croyez pas que ces gens-là se moquent un tout petit peu de nous? Un petit peu Je ne beaucoup. sais pas si un jour, quand je viendrai, si je peux encore venir à Paris, si jamais je croise un de ces individus sur le trottoir, je ne sais pas quelle sera ma réaction. Honnêtement, je ne sais pas quelle sera ma réaction, mais je le crois le savoir. Non, parce que non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ce sont des criminels, je répète, ils ont tout fait en début d'année pour que l'épidémie se développe. Parce que ce qui est en vue, c'est d'imposer la vaccination avec ce qui ira avec le repérage de chaque individu par la pupus. Et pourquoi cette campagne acharnée contre le traitement si bon marché du professeur Raoult, qui est suivi aussi par le professeur Perron, qui est suivi et approuvé aussi par le professeur Toussaint et d'autres? C'est parce que ça leur coupe l'herbe sous le pied. S'il y a un traitement bon marché, qui est efficace, qui empêche les gens de tomber malades ou de développer la maladie, ben on n'a plus besoin de vaccin. Et là, c'est la catastrophe. Catastrophe à la fois sur le plan économique pour Big Pharma et catastrophe parce qu'ils n'auront plus l'excuse de la vaccination obligatoire pour pouvoir tracer chaque individu à travers le monde. Voilà ce qu'il y a de sous-jacent derrière tout ça. Et je le dis très calmement. Je dis très calmement. Ou bien vous le comprenez, ou bien venez pas vous plaindre de ce qui va vous arriver. Pendant la cérémonie d'anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas, dans le Var, Emmanuel Macron a appelé les Français à faire preuve de vigilance face à un virus qui réaccélère et d'unité en dressant un parallèle avec l'esprit ayant conduit à la libération de la France il y a 76 ans. Vous souhaitez faire un commentaire? Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de rigoler. Vous souhaitez faire un commentaire? Je vous riez jaune, Manuel. Oui, évidemment, un commentaire. Alors, ce petit Macron, il perd pas une occasion de rappeler la résistance, De Gaulle, la résistance, etc., etc. Bon, je conseille à tout un chacun de lire mon livre sur De Gaulle pour savoir ce que cet individu nous a amené. En fait, il nous a amené toute cette faune politique qui nous occupe, parce que nous sommes en occupation. Ah, celle-là, elle est véritable, cette occupation. C'est son héritage. C'est son héritage. Toute la pègre qu'il avait rejoint à Londres, eh bien, est revenu au pouvoir à la dite libération, et nous avons les suites de ces personnages qui ont détruit ce que essayait de reconstruire le maréchal Pétain au travers de la Révolution nationale. Là aussi, il faut réviser un petit peu les opinions formatées par l'école de la République. Il serait temps de comprendre comment vous vous êtes trompé du matin jusqu'au soir. Donc, le petit Macron avec sa déclaration à Bormes-les-Mimosas,
moi, je lui rappellerai que le premier responsable de la situation d'aujourd'hui, c'est lui, parce qu'il a voulu qu'elle se développe comme elle s'est développée. J'accuse. Le Puy du Fou de Philippe de Villiers a pu accueillir 9000 spectateurs. Quelle relation entretiennent Macron et de Villiers? J'ai pas tenu la chandelle. Eh bien, vous savez très bien que depuis des années, j'ai beaucoup de doutes au sujet du comportement de M. Philippe de Villiers. Cet homme est... Alors, il fait des déclarations, on se dit, bah, ça, c'est pas mal. Oui, effectivement, c'est pas mal. Et puis, à côté de ça, on se dit, mais ça colle pas. Vous savez que j'ai rappelé à plusieurs reprises, et je le rappelle encore ce soir, qu'il avait rallié Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Oui. On sait très bien aussi le rôle qu'il a joué dans l'élection d'Emmanuel Macron, puisque le représentant justement, encore une fois, de cette bourgeoisie bien pensante, leur a fait peur en racontant un bobard, un mensonge, comme quoi François Fillon était membre des Billes d'Albert. Et là encore, je suis obligé de me répéter, Fillon n'était pas membre des Bilderberg, il a été invité. C'est pas la même chose. Imaginez qu'un jour je reçoive une invitation d'une obédience maçonnique quelconque me disant écoutez, monsieur, on sait que vous êtes un opposant à la maçonnerie, on aimerait discuter avec vous. Que croyez-vous que je ferais? J'aurais dit oui, je suis sûr. J'irai et je leur sortirai leur propre texte. C'est ce que j'ai fait dans mon livre sur la maçonnerie, qui s'appelle La maçonnerie. Je n'ai pas élucubré, je les ai mis à nu en leur sortant leur propre texte et maçonnique et juif, puisque l'une découle de l'autre. Et là, on ne peut, vous le savez très bien, on ne peut que m'insulter ou faire silence sur ce que je dis. Mais personne jusqu'à présent n'a été capable de démontrer que je mentais. C'est béton. Point. Ce sont leurs textes. Alors, s'ils ne sont pas contents, eh bien, qu'ils viennent publiquement en chemise de bure, la corde au cou, comme les bourgeois de Calais, regretter ce qu'ils ont écrit et annoncé. On va passer à Marine Le Pen de cette fois-ci, avec une autre déclaration. Attends, je vais la citer. J'ai une foi inébranlable en la destinée de notre chère France. Rien ne la fera succomber, et s'il le faut, pour qu'elle reste grande et fière de nos vies, eh bien, qu'elle les prenne. Ce sont les dires de Marine Le Pen dans une tribune au Figaro. Est-ce que vous souhaitez faire un commentaire à ces dires? Je ferai un premier commentaire, c'est que je trouve que sa phrase est bancale, c'est pas très clair. Bon, on voit ce qu'elle veut dire à peu près, c'est du trémolo, bon, c'est presque du maréchal Pétain, je fais don de ma personne à la France, c'est mignon. Le problème, c'est que derrière ces belles paroles, on ne peut pas dire que la politique du Rassemblement national favorise la défense de la France. Quand on voit quelle est la composition du Rassemblement national aujourd'hui, franchement, on ne peut pas dire que c'est pas avec des cadres pareils qu'on y arrivera. Alors, je ne vais pas tous les condamner, je connais de très bons gens très bien qui sont encore au Front National, je ne sais pas d'ailleurs comment ils arrivent à survivre, donc je ne veux pas tout jeter en même temps. Mais Marine Le Pen, je vais répéter ce que j'ai dit la dernière fois, si on veut espérer garder encore un parti plus ou moins représentatif sur le plan électoral, il faut que la clique Le Pen disparaisse totalement de sa direction. Il y a des éléments qui sont valables au Front National, il faut qu'ils arrivent au pouvoir. Alors là, on changera de discours.
Une chose dont on avait parlé au dernier entretien, c'était le fait que Marine Le Pen, enfin le Front National, ne s'était même pas opposé à cette loi de Eh bioéthique. bien, oui, faites bien de le Ils sont rappeler, abstenus. j'avais oublié de le dire. Justement, là, elle peut faire ses beaux trémolos sur la France, mais si on veut défendre la France, on commence par défendre sa natalité. Or, elle ne l'a pas fait en ne faisant pas voter contre la loi au Parlement. Donc, c'est une menteuse. Alors, tirez-en les conséquences et les leçons. Qui se trouve derrière le réseau social VK? Cette question se pose après l'exclusion de personnes jugées antisémites comme Soral ou Vincent Renoir. Bonne question. Alors, je suis allé sur Internet, j'ai vu quels étaient les deux noms des personnes qui dirigent la VK, et apparemment, ce sont des Russes, Ce sont deux milliardaires des russes, oligarques russes proches de oligarques. Vladimir Poutine. Bon. Alors, ça peut nous surprendre, et ça nous surprend. Mais il faut voir aussi une chose. Et Renoir et Soral jouent la provocation constamment, 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 constamment. Bon, je vois pas en quoi Renoir est provocateur. Ah ben, tout de Dans son même. révisionnisme, Dans Diane, certains, quand dans même. certains de ses commentaires, quand même, il y va pas avec le dos de la cuillère. Certes, mais si on prône la liberté d'expression, Je sais bien, non, je suis tout à fait d'accord. il dit ça très poliment et sans insulte, contrairement à... Oui, non, Oui, non, en effet. justement, ben oui. Et vous savez très bien que moi-même, je n'ai pas voulu m'inscrire sur VK parce que je ne veux pas être mélangé avec toute cette bande d'énergumènes qui se défoule violemment sur les ondes de VK. Et je pense que c'est cela que ces oligarques qui dirigent VK ont voulu faire. Parce que Heré Noir et surtout Soral sont des noms emblématiques et à tort ou à raison, et je dis bien à tort ou à raison, ils ont voulu ne pas tomber sous l'accusation d'antisémitisme. Poutine, je crois, si je le comprends, si je ne me trompe pas sur lui, cherche à tout prix de se retrouver dans la situation d'Adolf Hitler. Et à mon avis, c'est là qu'il faut chercher la raison. Mais, Manuel, dis-moi si je me trompe, mais il me semblait que tu avais trouvé quelque chose du style que c'est sous la demande du CRIF que Oui, Soral et en Renoir... effet. Alors, en effet, parce que ça commence, la première demande date de déjà avant 2019. Il y a, donc j'ai vu ça sur le site du CRIF, ils disent qu'ils avaient envoyé une lettre à Vladimir Poutine en disant que c'était pas tolérable, Vous qu'un avez réseau raison, je m'en russe, souviens maintenant, oui, je m'en souviens maintenant, vous avez raison. qu'un réseau russe héberge des profils francophones. Et ils avaient aussi écrit à l'ambassadeur de Russie, que d'ailleurs lui-même, il a répondu à Francis Khalifa l'année dernière par une lettre. Bon, je vais dire de mémoire ce que j'ai pu voir. Il a dit à Francis Khalifa qu'il avait ordonné aux administrateurs de VK la suppression du contenu illicite que Khalifa considère illicite, la suppression des pages francophones et qui propage l'antisémitisme et la haine nationaliste. Bon, déjà, il faut dire à cet ambassadeur qu'il révise la définition du nationalisme, parce que un nationaliste n'est pas haineux, que je On est sache, bien du moins. d'accord. On est Mais bien bon, d'accord. Non, mais bon alors, il y a quelque chose de trouble évidemment dans cette affaire-là. Je ne peux pas dire que ça me plaise particulièrement. Mais je vous dis, à mon avis, Poutine et certains de son entourage ont la crainte de tomber dans le même piège qui s'est ouvert devant Adolf Hitler et d'avoir toute la juiverie sur le paletot. Et c'est pour cette raison qu'ils ont fait une loi Fabius-Guesso, enfin l'équivalent, mais Oui, encore plus oui, il y drastique. en a. je pense, bon, à mon avis, c'est une faute. Ça ne va pas changer grand-chose.
euh, ne peut pas changer grand-chose, puisque la politique de Poutine au Moyen-Orient dérange considérablement Israël. Donc, non, je trouve ça malhabile, et je le dis carrément, pourtant Dieu sait si je défends Poutine, je trouve ça malhabile. Il y aurait peut-être eu moyen de jouer autrement, de biaiser, en disant tout simplement que tant qu'il n'y a pas d'insulte, ad nominem, il n'y a pas de raison d'empêcher la liberté d'expression. Quelque chose dans ce goût-là. Et bon, alors, si ça avait été moi qui avais fait le communiqué, j'aurais dit aussi, commencez par regarder chez vous-même les insultes que vous faites sur les autres. Donc voilà, je ne peux pas vous répondre. Euh, on va aborder la prochaine question, toujours en parlant de réseaux sociaux. Je veux m'excuser auprès de nos auditeurs pour le langage de caniveau utilisé par ce personnage qui vous a écrit sur Facebook. Donc voilà ce qu'il vous a écrit. La famille Plancard doit sûrement descendre d'une famille de prostituées qui s'est fait tourner par toute la France pour donner au final des gros fils de pute comme toi. Je pense que ta mère a dû se faire violer par cet enculé de Pétain, enfin je l'espère. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui les juifs ont bien plus d'impact dans le monde que toi et ta famille de merde, dans ton petit château à bouffer du porc. Je te souhaite une mort très rapide et bien douloureuse. Un certain Zachary Nakash, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Que lui répondez-vous? Bah, écoutez, je lui ai déjà répondu sur Facebook en, en lui disant que les insultes et les menaces de mort n'étaient pas une réponse à mon argumentation, que j'étais prêt à discuter avec lui texte à la main, les textes juifs à la main dont je dispose, etc. Alors, il n'a su me répondre en me disant que je ne savais même pas écrire en français. Et je sais pas comment ça s'est trouvé, mais je suis tombé brusquement sur une illustration. C'était un petit singe qui rigolait. Et je lui ai envoyé le petit singe qui rigolait. Et ça s'est arrêté là. Non, mais c'est pathétique ce genre de truc. Voilà ces gens qui veulent gouverner le monde, qui terrorisent tout le monde et croient que ça va nous terroriser. Mais C'est pas, c'est je pas, suis absolument blindé contre ça. ce n'est pas avec telles Eh, argumentations qu'ils vont aller quelque part. j'ai pitié d'eux et rappelez-vous ce que j'ai dit, à moins que ce n'ait été dans la partie qui n'a pas été enregistrée. Et rappelez-vous ce que je disais que quand je faisais la critique de l'attitude des grands juifs, du sang et d'un, si on préfère, à la fois c'était pour nous défendre, nous, Goïm, mais aussi pour défendre les petits juifs. Et je rappelle encore une fois quels ont été les bénéficiaires des souffrances vraies ou inventées des juifs pendant la dernière guerre mondiale, des petits juifs. Ça n'a pas été les petits juifs. Ça a été la haute juiverie qui, par sa politique, avait poussé à la réaction hitlérienne. Ouais, tous ces gens-là, toute cette haute juiverie, étaient qui en Angleterre, à Londres, qui aux États-Unis, à Washington ou à New York, etc. Ils étaient à l'abri, eux, et ils ont tiré les bénéfices et souffrances des leurs. Et c'est contre cela aussi que je mets en garde. Et là, je crois que Diane, vous m'aviez répondu, oui, mais si ça se trouve, c'est un petit juif lui-même. Et j'avais répondu, je crois, bon, si c'est un petit juif lui-même qui n'a pas compris, tant pis pour lui, c'est que c'est vraiment un imbécile. Voilà ma réponse. Alors ce matin, samedi 22 août, des tags jugés révisionnistes ont été découverts à Oradour-sur-Glane. À cette occasion, pouvez-vous revenir sur l'histoire qui a traversé ce petit village situé au nord de Limoges en 1944? Oui, alors, c'est évidemment, ça fait partie des mensonges de l'histoire.
Et ça fait partie justement de toute cette saga inventée par les libérateurs pour noircir ses adversaires, en l'occurrence les Allemands. Et par la même occasion, bien entendu, la Révolution nationale, qui, je dirais pas qui collaborait, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais qui n'était pas du tout d'accord avec la résistance et ses procédés. Alors, ce que l'on sait, et je dois rendre hommage à Vincent Renoir pour l'étude très sérieuse qu'il a faite sur le sujet. Je vous cite de mémoire, il n'y a pas eu d'attaque contre l'Église qui était remplie de fidèles. Mais il y a eu une très curieuse explosion au niveau, je ne sais pas si c'était le clocher ou la voûte de l'église, qui s'est effondrée. Et ce qui semble être avéré aujourd'hui, c'est que sciemment, la résistance a placé des explosifs pour que les fidèles soient écrasés, qu'ils puissent accuser les Allemands du crime. Oui, c'était les maquisards eux-mêmes qui avaient caché les explosifs dans cette église. Tout à fait. Et les munitions, me semble-t-il, aussi. Oui, et des munitions cachées aussi. Alors, oui. On pourrait dire aussi que ça a pu être un accident, que ces munitions cachées ont pu exploser par elles-mêmes. C'est aussi une possibilité. Bon, il y a deux possibilités. Ou bien c'est un acte voulu, en plaçant un explosif, ou bien ce sont des munitions cachées dans la toiture de l'église qui ont explosé pour une raison X ou Y, peut-être la chaleur, tout ça, j'en sais rien. Un mégot peut-être. Oh, bah, ça se trouve. Ben voyons, chacun a son mégot, quoi. Oui, mais voyez-vous, en commençant votre réponse en disant c'est un mensonge de l'histoire, vous faites du révisionnisme également, et puisque c'est... Ah ben bien sûr que je fais du révisionnisme. Oui, mais voyez-vous, tout à l'heure, à la question précédente, vous reprochiez à Vincent Renoir d'être Non, provocant. ce Là, que je reproche toujours, c'est un langage violent, alors que, vous savez très bien, je procède autrement. oui. Je pense que, en fait, je suis tout aussi violent, et simplement, je coince nos adversaires, nos ennemis, pardon, par leur propre texte. Je ne Oui, les invective jamais. mais je vous assure que Vincent Renoir a exactement la même technique. Il prend appui sur des textes et des témoignages. Je l'ai jamais vu insulter. Non, pas du tout, pas du tout. Il n'insulte personne. Bien, Toujours très calme. tant mieux, tant mieux. Il y a longtemps que je n'ai pas suivi ce qu'il disait. Je Mais retire ce que j'ai dit. le nom de Vincent Renoir apparaissait dans les tags découverts à Oradour-sur-Glane. Oui. Comme vous disiez, il a fait un gros travail sur ce village, enfin, de réinformation, Alors, de il est évident que celui qui a tagué ça connaît les travaux de oui, Renoir. c'est évident. Oui. Et d'ailleurs, rappelez-vous, il y a quelques minutes, j'ai rendu hommage au travail de Renoir. Oui, tout à fait. Et donc, c'était marqué Renoir a raison, etc. À quand la vérité, etc. Voilà. Il y a autre chose que je ne me souviens plus. Il y avait des choses dans ce genre-là. Alors, d'ailleurs, évidemment, le pouvoir a dit que tout sera fait pour traduire les auteurs en justice. Tout sera fait. Bon, tout. Bon, bah, en vertu. Là, pour ça, ils vont s'acharner certainement. Bah, pour ça, il y a des moyens. Oui, pour ça, il y a des moyens. Pour ça, il y a de la police. Non, c'est évident. On pourrait conclure en disant que les Français vivent dans la peur et dans le mensonge. Ah, mais c'est évident. Bah, Bah, c'est évident. En tout cas, depuis la dite libération-épuration, c'est le cas. C'est le cas. Et on doit dire qu'ils ont de fameux ancêtres avec la Révolution dite française. La peur a toujours été leur moyen de gouverner pour éliminer les adversaires qui pouvaient s'opposer à eux et faire peur aux autres. Et on en a vécu les conséquences jusqu'à aujourd'hui, puisque il nous manque toute une génération de gens qui étaient formés, qui connaissaient bien l'adversaire et qui ont été liquidés à la libération. Je pense à une chose, tiens, à propos. Tout dernièrement, j'ai reçu plusieurs commandes du livre de Gaulle.
Et alors, les arguments sont, enfin, l'explication est différente selon ceux qui commandent le livre. L'un me dit, voilà, j'ai un beau-frère qui est gaulliste. Bon. Un autre me dit, c'est pour faire cadeau au neveu de l'amiral Platon. Et ainsi, plusieurs commandes j'appuie justement sur mon livre pour pouvoir faire un travail de réhabilitation de l'histoire. C'est intéressant. Comme vous dites souvent, on ne pourra comprendre ce que l'on vit que lorsqu'on aura rétabli la vérité. Enfin, Mais évidemment, tout commence pour ça. C'est pour ça que dès 2001, ayant fait le tour du problème et regardé l'état de la droite nationale et voire nationaliste en France, je me suis dit que le seul travail utile à faire, c'était de revoir l'histoire et de réexpliquer comment les choses s'étaient réellement passées. Texte à l'appui. On va passer à l'étranger, Diane. Oui, je t'en prie. Oui, avec la Biélorussie, avez-vous plus de précisions quant aux tentatives de déstabilisation de la Biélorussie? Tout à fait, c'est très intéressant. Rappelez-vous, j'avais été très prudent, méfiant, pour donner un commentaire la dernière fois que vous m'avez posé la question. Et toujours bon d'attendre, laisser sédimenter les choses. Eh bien, j'ai la clé de l'affaire. Il y a une vidéo du président Loukachenko qui vaut la peine d'être vue et entendue, dans lequel il envoie le monde occidental, je dirais, se faire voir par les Grecs, en disant qu'il ne marche pas dans la combine, qu'il ne croit pas du tout à l'histoire du coronavirus, etc., et tapant à bras raccourcis sur Macron. Et comme c'est curieux, là-dessus sont arrivées les manifestations contre lui. Espèce de révolution orange à la mode Maïdan en Ukraine. Vous trouvez pas ça curieux? Donc voilà mon récit. Ah bah, c'est sûr que s'il veut pas d'ingérence occidentale dans son pays, il va pas faire long feu. Il y a aussi une chose qui me revient à l'instant. Je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, Afrique australe, il y a un de ces présidents qui s'était opposé justement à toute cette, ce montage de l'épidémie du coronavirus, et on l'a retrouvé mort curieusement quelques jours après. Alors peut-être qu'il était porteur d'une maladie inconnue. Ça peut bien. Une maladie Peut foudroyante. savoir quelle était cette maladie inconnue. On en a dit autant pour le président Chavez. Rappelez-vous. Aussi, oui, un cancer assez foudroyant. Il a tué en quelques mois, je pense. Tout à fait. Exactement. Mais on est face à des monstres. Et tous ceux qui s'opposent, c'est une lutte à mort. Et plus ils se rendent compte qu'il y a des gens qui comprennent qu'ils ne marchent pas dans leur combine, plus ils prennent peur et plus ils essaient d'accélérer la cadence. Vous savez très bien quelle est ma thèse là-dessus. Oui. Donc cette histoire du coronavirus a été, et je répète, alors bon sang, je demande à tout un chacun, ayez sur vous la fameuse déclaration que je cite et je recite de Jacques Attali, dans lequel il dit, en résumé, que si on veut s'ils veulent instaurer le nouvel ordre mondial, la gouvernance mondiale, seule une bonne épidémie mondiale pourra y obliger. Vous devez connaître ça par cœur pour le dire autour de vous, jusqu'au moment où les gens finiront par comprendre. Tout est là. Tout est là, et je répète, ils ont la peur panique que la politique russe et chinoise et leurs alliés, iraniens et compagnie, ne sapent la puissance américano-sioniste. Rappelez-vous ce que je dis systématiquement au sujet de la dédollarisation.
c'est une chose qui est officielle aujourd'hui. Les échanges de la Russie et de la Chine avec les autres pays du monde, c'est systématiquement hors dollar. Ce qui veut dire qu'à terme, le dollar est fichu. Donc la puissance américaine chutera. Ça, c'est la peur panique qui s'installe chez eux. Et nous en vivons les conséquences parce qu'ils veulent absolument accélérer la cadence. Alors, Alexandre Navalny, présenté comme le principal opposant politique à Poutine, vient d'être, semble-t-il, empoisonné. Quel regard portez-vous sur cette information? Ben, le même regard sur toutes les fake news, ça les arrange tout le monde. Et là encore, vous voyez, Diane, on parlait tout à l'heure de VK. Et on se disait, mais bon sang, pourquoi est-ce que Poutine et ses amis oligarques ont-ils voulu faire ça, supprimer la parole à Renoir et à Soral? Quand on voit ce genre de mouvement, on voit que, en fait, l'opposition de l'Occident sioniste est totale et constante. Chaque fois qu'ils peuvent, ils lui inventent un crime quelconque pour le décrédibiliser. Alors, il faudrait tout de même savoir aussi que le Navalny ne représente rien. Peanuts. Et on nous gonfle le personnage, comme on nous a gonflé celui qui aurait été empoisonné en Angleterre. Oui, aussi. Pourquoi ce ne seraient pas les Anglais ou des agents américains ou sionistes qui auraient fait le coup pour pouvoir en accuser Poutine? Rappelez-vous l'assassinat de Hariri. Toute la presse internationale avait accusé la Syrie d'avoir été à l'origine de cet assassinat. Un tintamarre pas possible. Des menaces de la part des États-Unis et de la France. De sanctions économiques très dures. Et la Syrie qui a cédé et qui s'est retirée. Et que s'est-il passé après? Curieusement, eh bien, Israël, se croyant les mains libres, a envahi le Liban à l'été 2006. Ce qu'il prévoyait quand même pas, c'est que le Hezbollah lui a fichu la raclée. Ah, c'était pas prévu ça. Et c'est pour ça que, rappelez-vous, je dis que Israël est en train de vivre ses dernières heures. Puisse cela être vrai. Je le souhaite pour les Palestiniens. Pardon? En tout cas, je le souhaite pour les Palestiniens. Oui, oui, également. On va retourner au Covid-19. Cette fois-ci, le 11 août, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie était le premier pays à détenir un vaccin contre le nouveau coronavirus. Mais selon le président russe, ce vaccin baptisé Sputnik 5 procure une immunité durable. Y a-t-il une stratégie derrière cette annonce du président russe? Une stratégie ou une moquerie? Je ne sais pas. Alors, il y a une chose qui m'a tout de même fait sourire, c'est le nom du vaccin, Sputnik. Moi, j'ai comme l'impression que le petit père Poutine se moque du monde. Se moque de ses adversaires. Alors, vaccin, bon, mais il y a des vaccins qui sont efficaces et d'autres vaccins qui ne sont pas efficaces. Le vaccin contre le coronavirus, c'est comme le vaccin contre la grippe. On sait très bien que c'est instable et que pas plus tôt on a découvert le vaccin qu'en fait le virus a muté ou a disparu. Moi, je crois que c'est un effet d'annonce qu'a voulu faire Poutine, comme ça, pour s'amuser. Ouais. Il y a déjà des gens qui étaient prêts à le tester, notamment le président du Mexique, je crois, qui était volontaire pour le tester. Je crois, alors, j'ai pas trouvé de source, mais il y a des gens. C'est possible, et je souhaite d'ailleurs que ce soit possible, que ce soit réellement une parade éventuelle, et que ce soit un vaccin non pucé, celui-là. Donc, alors, oui. Moi, j'ai pas encore trouvé de texte là-dessus, ni aucune source, mais j'ai des gens sur les réseaux sociaux qui accusent Poutine d'avoir essayé ce vaccin sur sa fille. Alors, à voir si j'ai rien trouvé C'est là-dessus. du n'importe quoi, mais ça, Pristi, ça pas quoi inventer.
Emmanuel, pour revenir sur le président du Mexique, en tout cas, il n'a pas voulu céder à la dictature sanitaire comme l'ont Américain. fait américaine, voilà. Tout Oui. à fait. Donc, il semblerait un petit peu Tout à fait. ne pas apprécier les Américains. Oui. C'est intéressant cette réaction parce qu'il faut tout de même savoir que le Mexique est un pays fondamentalement franc-maçon. Vous vous rappelez l'histoire Des Cristeros. des Cristeros. Et donc c'est très curieux, c'est un pays totalement, tout au moins jusqu'à une certaine époque assez récente, totalement sous la coupe des États-Unis. C'est Euh, leur chasse gardée. Hein. C'est la chasse gardée. tout à fait, exactement le terme, Diane. Et le problème, c'est que ces Américains, ce sont vraiment un mélange de criminels, de grands enfants, d'imbéciles. C'est pas croyable. Et pas Poutine, Trump a voulu, enfin, rappelez-vous, au moment de sa campagne présidentielle, il promettait d'édifier un mur pour empêcher les migrants mexicains. Bon, très bien. Mais évidemment, ce ne sont pas des choses comme ça qui ont pu améliorer les rapports entre le Mexique et les États-Unis. Je ne crois pas au mur. Je crois pas au mur. Même le mur israélien envers les Palestiniens. Il y a toujours moyen de passer. Ce que je crois, par contre, c'est qu'on peut passer de bons traités entre États, entre gens sérieux et responsables. Je crois que c'est beaucoup plus efficace et durable dans le temps. Un peu de diplomatie. Bon, voilà. Et puis de la diplomatie, et puis ça coûte moins cher que de construire un mur. Vous imaginez le, 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 la longueur du mur entre les États-Unis et le Mexique. C'est de la frime. C'est un effet d'annonce électorale pour primaire. Pour individu primaire, je précise bien individu. Voilà, j'avoue que cette annonce du président mexicain se disant prêt à se faire vacciner par le vaccin russe est une chose intéressante. Parce que c'est un peu comme s'il apportait son soutien à Poutine. Ah ben totalement. Ah ben totalement. C'est un bras d'honneur aux États-Unis. D'ailleurs, en parlant du mur, le président mexicain avait, avait voulu refouler tous ces Américains qui venaient se réfugier au Mexique suite au coronavirus. C'était un peu le retour de Et oui, l'arroseur arrosé. Quoi. tout à fait. C'est le retour du berger à la bergère. Exactement. Et non, mais le pire, c'est qu'on est gouverné par des primaires. Ces Américains n'ont aucune culture historique. Donc, ils n'ont pas la finesse de l'expérience de l'histoire. Ce sont des brutes. Ils ont réglé le problème des premiers occupants du territoire, les Indiens, par la force et par la contamination au virus de la variole. Ils se croient tout puissants. Ils ont acquis, grâce à leurs juifs locaux, la puissance financière et ils croient qu'ils peuvent tout régenter. Tôt ou tard, ça va leur retomber sur la gueule. Alors que Je plains le citoyen américain euh, moyen. Lambda, ouais. Lambda, c'est le mot que je cherchais. Bravo, merci Emmanuel, c'est exactement le mot que je cherchais. Je les plains. Encore des gens qui ne comprennent pas, qui sont gouvernés par des imbéciles et des monstres en même temps. C'est un alliage dangereux, ça. Alors que la Turquie déploie de nouveau des navires de prospection à la recherche d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, Nikos Dendias, ministre grec des Affaires étrangères, a mis en garde que la Grèce défendra sa souveraineté et ses droits. À quoi joue Erdogan selon vous? Je crois qu'on peut faire le parallèle entre Erdogan et Netanyahou. Ce sont deux individus qui rêvent d'un empire. Alors, Erdogan rêve de reconstituer l'Empire ottoman, et la recherche de l'hydrocarbure rentre évidemment comme un des moyens d'assurer cette ambition. Et Netanyahou, qui poursuit le rêve juif, c'est pas lui qui l'a inventé d'ailleurs, du grand Israël, le Eretz Israël. Je pense qu'on peut dresser un parallèle entre ces deux hommes. En plus de ça, je pense que ce sont deux hommes qui ont des problèmes internes chez eux
et qui espèrent dépasser leurs problèmes internes par une surface de conquérants qui leur attire l'admiration de leurs concitoyens. Est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose de Poutine avec son impérialisme russe ou même les États-Unis avec leur hégémonie américaine? Je ne critique pas nécessairement l'ambition impérialiste, ça dépend à quoi on le fait servir. Petite nuance. Si, parce que la communauté internationale pourra réagir vis-à-vis de ce que fait Erdogan. D'ailleurs, on voit dans tous les organes de presse, certaines personnes demandent les interventions de l'OTAN ou de l'ONU, je ne sais plus. Nous avons qui, bon, on va l'appeler monsieur parce qu'on est poli, monsieur Collard, qui passe sa vie à parler de Erdogan et son impérialisme et son islamisme. Nous avons d'autres personnes comme Dupont-Aignan qui demandent aussi une intervention. Bon, intervention parce que ce sont les enfants des autres, c'est pas les siens qui vont là-bas pour se battre. Mais bon, il y a quand même, oui, c'est normal. C'est tous ces gens-là qui ne sont pas plus en âge, on va dire entre guillemets, de enfiler un uniforme et aller sur le terrain. Et c'est pousse toujours à la guerre parce qu'on voyait les enfants des autres, mais les miens sont à l'abri. Tout à fait. Mais Emmanuel, vous avez oublié quelqu'un, Emmanuel Macron. Ah, aussi, oui. Et on voit nos frégates françaises avec nos petits marins français pour impressionner Erdogan. N'empêche, d'ailleurs, il y a une des frégates françaises qui s'est trouvée en mauvaise position parce que je crois qu'il y avait davantage de navires turcs que de navires français. Et pour cause, vu l'état de notre armée et de notre marine, c'est pas étonnant. Et donc voilà, il a encore un qui joue au grand chef de guerre sans en avoir les moyens. Et puis, quand on sait quels sont ses desseins réels, ce n'est qu'un pion de l'Amérique sioniste. Point. D'ailleurs, qu'est-ce qui me signalait dernièrement? Il y a un des leaders français de je ne sais plus quelle branche technique. Il y avait différents repreneurs. Et apparemment, Macron pousse à ce que ce soit les États-Unis qui reprennent cette firme française. Encore un de nos fleurons qui va disparaître au bénéfice des États-Unis. Donc c'est l'homme des Américains. N'oubliez pas que comme Sarkozy, il a été formé par les Américains, ce qu'ils appellent les Young Leaders. Oui. Donc tout ça est préparé de longue date, ils préparent des hommes, ils les placent quand ils veulent, là où ils veulent, quand ils y arrivent, et puis après, les conséquences se développent. Et ce sont les peuples qui en sont victimes et qui paient les pots cassés. Et c'est comme ça que la France s'appauvrit, s'appauvrit, s'appauvrit. Macron n'est pas un incapable, c'est un coupable de la destruction planifiée de la France. Ça, je l'accuse formellement. Une dernière question concernant l'accord entre les Émirats arabes unis et Israël, qui ont convenu de normaliser leurs relations dans le cadre d'un accord historique négocié par les États-Unis. Bon, dans ce cadre, Israël s'est engagé à suspendre l'annexion de nouveaux pans de la Cisjordanie occupée. Que vous inspire cet accord? Alors, est-ce qu'on n'avait pas déjà parlé de ça lors du dernier entretien? Je pense pas. Je pense pas. Mais il me semble que, bon, peu importe, je vais répondre à la question. C'est une entourloupe, une arnaque. C'est une arnaque qui profite à différents éléments, 3 éléments. Les Israéliens, Trump et les Émirats. Alors, les Émirats ont évidemment et certainement un intérêt économique, de belles promesses des États-Unis, ça c'est certain. Israël, pour Israël, l'intérêt est le suivant, c'est-à-dire que ça détruit, ça sépare le front arabe contre Israël.
Et troisièmement, troisième bénéficiaire, Trump, qui peut, sur le plan électoral, dire, vous voyez, j'ai réussi à pacifier la région au bénéfice des Palestiniens, alors que les Palestiniens n'ont même pas été consultés. Mais c'est une arnaque. D'ailleurs, Netanyahou ne s'est pas gêné. Il a dit que tout cela n'était que momentané. Donc voilà, c'est toujours la même chose. La frime, la frime, la frime. Et d'ailleurs, il y a un point de détail, comme dirait l'autre. Lors de la négociation, par exemple, Israël a demandé aux États-Unis de ne pas vendre leur chasseur F-35 aux Émirats arabes unis. C'est un de leurs derniers chasseurs très modernes. Donc les Émirats n'auront pas ces chasseurs-là. Ils Mais avaient déjà d'ailleurs payé. franchement, je ne comprends pas les Émirats, ou alors ils ont été mis sous une pression que nous ne connaissons pas, mais ce sont les dindons de la farce. Il y a deux dindons de la farce, ce sont les Émirats arabes unis et les Palestiniens. Ah bah, c'est ça, en effet. Mais d'autres pays se suivent. Je pense qu'il n'y a pas que les Émirats. Maintenant, je crois qu'il y a le Maroc aussi qui emboîte le pas pour normaliser. Vous savez très bien ce que je dis au sujet du Maroc, que c'est Oui, le pays du nord de l'Afrique qui est le plus enjuivé. Et ça vient de loin, puisqu'il faut rappeler quand même que les invasions mauresques en Espagne et au Portugal ont été fortement aidées par les communautés juives du Maghreb. oui, en effet. Il y a le livre de Douglas Reed dans la controverse de Sion le détaille très bien. Tout à Le fait. détaille très bien comment ils ont aidé, de quelle façon. Je viens de le Ils rappeler. ont, oui, Vous pouvez rappeler le titre aussi, que les gens le sachent. la controverse de Sion. Voilà, très bien. Je pense qu'il faudra bien chercher parce que je pense que la LICRA l'a interdit en France. Il me semble. Ça n'a rien d'étonnant. Il me Ça semble. n'a absolument rien d'étonnant, c'est évident. Je sais qu'il y a, alors c'était quoi, il y a 2, 3 ans, ils ont fait un procès à la maison d'édition de Soral. Donc, ils voulaient interdire la France juive de Duremont. Bien sûr. Ils voulaient interdire l'antisémitisme, son histoire et ses causes de Bernard Lazare. Ça, c'est le plus beau, c'est un des leurs. Pourtant, c'est un historien. Ils voulaient interdire la controverse de Sion et ils Combat voulaient pour interdire. Berlin. De quoi, Diane? J'ai pas compris. Il y avait aussi Combat pour Berlin de Goebbels. C'est le plus récent, mais ces trois-là, ça date de, je pense, 2, 3 ans. Ah, Je sais pas s'ils ont réussi. Et ils voulaient aussi interdire un livre de Paul-Éric Blanc-Rue, que je ne sais même pas pourquoi il écrit ça. Je crois que c'était Anthologie des propos contre les Juifs. Je ne sais même pas à quoi ça sert, mais bon, honnêtement. Oui, Un non. Toulouse. Je ne sais même pas à Le quoi ça plus sert. embêtant, c'est s'ils interdisaient réellement la France juive de Drummond, et je dirais presque encore plus le livre de Bernard Lazare, qui est un des leurs, puisque c'est un Oui, historien en juif, effet. mais qui met le problème de l'antisémitisme à nu, puisqu'il leur dit carrément, si antisémitisme il y a, c'est que la cause première et fondamentale réside dans le peuple juif lui-même. Donc il les met à poil. Tout à fait. Sans Edrin n'aime pas. Oui, ils vont peut-être dire qu'il est antisémite. Mais oui, mais c'est curieux. Dans le cas, Bernard Lazare est même un cas intéressant. Parce que dans le même temps où il disait ça, il était tout de même un des acteurs importants de la défense de Dreyfus. Oui. Comme vous avez rappelé dans votre conférence sur l'actualité de l'affaire Dreyfus. Tout à fait. Oui, tout à fait. Non, non, mais elle est tout le temps d'actualité. Je recommande, alors là, si je peux me permettre de le faire, je recommande la lecture de mon livre L'armée française face à la destruction de la nation. Parce que tout y est détaillé sur les principales étapes qui ont conduit à la destruction de la France sans que l'armée réagisse. Et l'affaire Dreyfus est un des éléments majeurs. En effet.
Je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui, hein, Diane, sauf si tu as Oui. une autre question. Non, mais j'en profiterai pour dire que les livres sont disponibles sur la plateforme eBay, entre autres, ou alors directement en envoyant un mail à Ou alors, ou spp@sacem. alors directement à la Société de philosophie politique. Politique. Voilà, exactement. En tout cas, je dois dire que les ventes de livres se sont brusquement accélérées et il y a 3 raisons à cela. Dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe. Incontestablement, mon long entretien d'Henri Varol a réveillé. Ensuite, je dirais que votre idée de mettre en vente les livres de la Société de philosophie politique sur eBay rend remarquablement bien. On a, je dirais, en moyenne, 1 ou 2 par jour. Oui. Même pas mal. Pour quelque chose qui est tout nouveau. Même pas quelques mois. Oui, ça quelques semaines. Et puis, il y a les commandes qui nous arrivent sur notre mail qui sont en très, très nette augmentation. Et là, je pense que la cause première en est le succès croissant de nos entretiens et des conférences. Donc, oui. Plutôt entretiens, parce que les conférences du fait du confinement, il n'y en a pas eu tellement ces derniers temps. J'en profite pour dire que j'espère pouvoir faire la prochaine conférence à Paris le 5 septembre. On ne sait pas par contre si on pourra disposer de l'une ou l'autre salle qui nous sert habituellement. Dès qu'on aura l'assurance qu'on peut organiser la conférence, nous le ferons savoir. Donc suivez nos annonces à la fois sur notre site et sur les réseaux sociaux et donc notamment Facebook. Si vous voulez savoir en temps voulu si et où aura lieu cette nouvelle conférence. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore quelque quelques questions à poser ou bien si on arrête là. Non, je pense que nous avons fait le tour. Merci beaucoup, Monsieur Poncardassac. Eh bien, merci beaucoup. Surtout à vous de ces questions vraiment très pointues qui cernent de près l'actualité et qui cernent de près l'histoire. Vous savez très bien qu'on n'explique le présent que par le passé et que si on prépare le présent en se basant sur le passé correctement, eh bien on prépare l'avenir. Ça, c'est ma ligne directrice dans tout ce que je fais. Voilà, eh bien, chers amis, à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci également. À très bientôt. Merci.